Eric Orsena, État versus Mafia, qui va gagner en Corse. Rappel des faits par Sandrine Le Calvez. Au recueillement vendredi dernier à Propriano, les avocats corses enterraient l'un des leurs, Antoine Solacaro, un ténor du barreau, exécuté de 5 balles dans la tête quelques jours plus tôt. Ce 15e assassinat depuis le début de l'année en Corse a poussé le gouvernement à réagir. La dérive actuelle doit être stoppée. À l'issue d'une réunion interministérielle ce matin, le Premier ministre a annoncé 10 mesures contre la violence et le crime organisé. Une attention particulière sera portée à la lutte contre le blanchiment, aux autorisations d'urbanisme ainsi qu'au trafic de drogue. Grand banditisme et violence sont intimement liés sur l'île de Beauté. Avec 300 morts en 30 ans, la mafia corse ferait plus de victimes que la mafia sicilienne. Sur fond d'omerta et de code de l'honneur, le crime organisé et les Corses, c'est une très vieille histoire. Chacun sait quelle source de profit réside dans ces petits paquets de poudre blanche qui s'échangent sous le manteau contre de gros billets. Drogue, jeux, proxénétisme, le milieu corse s'est tout d'abord implanté sur le continent à partir des années 30, à Paris puis à Marseille. Dans les années 80, la mafia corse s'est recentrée sur l'île avec une rivalité entre deux gangs, celui de Jean-G Colonna à Ajaccio et la Brise de Mer à Bastia. Depuis 2008, de nouveaux gangs sont apparus, les règlements de compte se sont multipliés. C'est ce milieu corse que le gouvernement a décidé de combattre. Le ministre de l'Intérieur se rendra sur l'île en novembre. Il faut s'attaquer à cette mafia, à ce qui gangrène la société corse qui va pas bien. Les mesures du gouvernement héros suffiront-elles à faire reculer la criminalité? Les langues finiront-elles par se délier en Corse? Jacques de Saint-Victor, bonsoir. Vous êtes historien. Vous avez publié Un pouvoir invisible, les mafias, une histoire des mafias et des sociétés dans la société démocratique aux éditions Gallimard. À côté de vous, Frédéric Ploquin. Vous allez publier au mois de novembre un ouvrage dont vous allez nous rappeler le titre, s'il vous plaît. Secret d'avocat au pluriel. Secret d'avocat au pluriel, dans lequel un chapitre est consacré d'ailleurs à Antoine Solacaro. Absolument. Ce sera chez Fayard. Aux avocats corses en général, d'ailleurs. Vous êtes grand reporter spécialiste du grand banditisme. Et à côté de vous, Fabrice Risoli, vous êtes chercheur et spécialiste des mafias. Et vous aviez publié, il y a quelques mois, Petit dictionnaire énervé de la mafia qui n'a rien de folklorique et de aussi ludique que ça, malgré son apparence et sa première. Vous avez tous entendu les préconisations donc, de cette réunion interministérielle organisée par Jean-Marc Ayrault ce matin. En gros, pour lutter contre le banditisme en Corse, qui a fait 20 morts depuis le début de l'année, et qui concerne un territoire de 310 000 habitants à peine. Jean-Marc Ayrault envisage de toucher au portefeuille, entre autres. Qu'est-ce que vous pensez de ces préconisations, les uns et les autres? Jacques de Saint-Victor. C'est souvent la méthode la plus adaptée. Hein. Si on compare avec ce qui s'est passé en Italie, en Sicile, en Calabre, on a commencé d'abord à essayer de les arrêter, mais on s'est bien rendu compte que la prison n'est pas nécessairement un élément qui permet d'arrêter cette extension du crime organisé. Alors, toucher au portefeuille, ça c'est un élément qui commence à être beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que ce qui se passe en Corse, le banditisme, c'est une économie de la prédation, c'est le business avant tout, oui, sans idéologie? Oui, c'est le business d'abord. Et après, il y a tout un folklore autour. Et le fait que le gouvernement se décide à toucher au portefeuille, c'est nouveau justement, c'est une rupture par rapport à ce qui a été fait jusqu'à précédemment. En tout cas, c'est ce que je remarque, c'est ce qui a été fait en matière de lutte contre les stupéfiants depuis plusieurs mois déjà, c'est-à-dire et avec des résultats. C'est-à-dire que visiblement là, il y a une rupture. Au lieu de s'attaquer aux petits vendeurs de barrettes de shit en bas des cages d'escalier, ils ont décidé de s'attaquer à l'argent de la drogue. Et on a remarqué qu'ils avaient des résultats très rapides, ce qui est assez étonnant parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait plus avant, plus tôt, dans la mesure où c'est quand même, on voit bien que c'est là où ça cause du tort. Je veux dire, aller chercher, bloquer 10 millions d'euros dans un compte en Suisse, ça fait beaucoup plus mal à une structure mafieuse que d'aller mettre 3 chauffeurs en prison parce qu'il fallait faire du chiffre en matière de lutte contre la délinquance. Pourquoi ça a été, disons qu'il y a eu des périodes. Moi, j'ai regardé justement là, avant qu'on en débatte, j'ai vu qu'il y avait notamment eu à un moment donné un pôle financier qui avait été installé à Ajaccio au tribunal.
Donc ils ont, il y a quelques années, implanté un pôle financier, ils ont mis des magistrats. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a attendu que les gars ils partent à la retraite un par un, on les a jamais remplacés. Et aujourd'hui, le pôle financier d'Ajaccio est mort. Et c'est un peu ça le problème de l'État en Corse, c'est que régulièrement, à chaque fois qu'il y a un événement majeur comme ça, alors là, c'est la mort d'un avocat, c'est quand même pas rien, c'est aussi important que la mort depuis 20 ans, d'un préfet. Deuxième avocat. Et donc là, il y a un événement, l'État réagit, est en réaction d'ailleurs, et peut-être même quelquefois surréagit, promet tout un tas de choses. C'est pour ça que là, moi, je trouve que les solutions qui sont proposées, elles sont très intéressantes, de lutte contre le blanchiment. Maintenant, elles ne se jugent que sur le moyen, voire le long terme. Et cette inconstance de l'État, qui a parfois été très laxiste et qui d'un seul coup donne des coups de bâton, est-ce que c'est pas ça qui ouvre la porte aussi à la mafia, à la pègre ? C'est pire que l'inconstance. Il y a eu des choses beaucoup plus graves, je veux dire, dans la politique de l'État en Corse. Il y a eu des moments où on a pactisé avec la mafia. C'est même pas. Il y a deux problèmes, l'inconstance, l'irrégularité et le fait que par-dessous la table, les services de renseignement s'appuient à certaines périodes sur des bandits. Ça veut dire quoi? Il y a des complicités avec l'appareil d'État? Ça veut dire qu'on cherche, ça veut dire qu'on négocie la paix en Corse en permanence. Il y a eu des complicités depuis maintenant très longtemps. Ça a commencé au moins avec la Seconde Guerre mondiale. Oui. On pourrait peut-être même remonter avant, mais au moins avec la Seconde Guerre mondiale, où dans la résistance se sont noués des liens entre, d'un côté, les services secrets, proprement dit, et puis de l'autre, des tueurs. Parce que pour tuer, il faut trouver des gens qui soient capables de le faire. Et ces liens, si vous voulez... Ces bonnes habitudes ont perduré. Voilà, ces pactes scélérats se sont poursuivis parce qu'il y a eu des nécessités à plusieurs moments dans notre histoire, la décolonisation, le moment de la lutte contre l'OAS. Et alors, ces choses-là, vous savez, ça s'enquiste. Et puis, une fois que c'est bien établi, c'est très difficile de s'en défaire. Il y a des preuves très tangibles, quand même, de la complicité silencieuse de l'État. Je voudrais juste vous faire écouter un enregistrement vidéo. C'est un écrivain corse qui s'appelle Gabriel Xavier Cuglioli, que vous connaissez probablement, qui lui est revenu sur l'affaire de la SMS. Alors, pour le dire très grossièrement, c'est une affaire de marché truqué. Marché immobilier. Voilà, de marché public, de marché sécurité, public, absolument. passé en Corse et sur le continent. Et qui symbolise assez particulièrement la porosité entre affairisme et nationalisme. Et voilà ce qu'il dit à propos du rôle indirect joué par l'État. SMS a sécurisé le palais des congrès d'Ajaccio quand Sarkozy est venu en tant que ministre de l'Intérieur pour s'adresser aux élus. Bon, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas, mais enfin, cela dit, on peut estimer que d'anciens plastiqueurs ne sont peut-être pas les meilleures personnes pour assurer la venue du ministre de l'Intérieur. Ça a été fait. Ce qui dénonce, c'est une forme d'entrisme de la pègre dans les plus hauts niveaux de l'État, quand même. Si j'écoute ce qui se dit, vu la gravité de la situation, les mesures proposées par le gouvernement Ayrault sont largement insuffisantes. D'ailleurs, j'invite le gouvernement Ayrault à puiser un peu dans sa base militante, puisqu'il y a des contributions qui ont été faites pour rénover la société, etc. Enfin, c'est comme ça que vit le Parti socialiste. Et il y a une contribution qui s'appelle « Régulation contre société de violence ». Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que face à un pouvoir qui s'est instauré historiquement, on ne peut que mettre en place des contre-pouvoirs, en l'occurrence le judiciaire. Le problème, c'est qu'en France, à partir du moment où les procureurs sont nommés par l'exécutif, vous n'aurez jamais d'affaires judiciaires qui vont au bout. A contrario, en Italie, où les procureurs sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, le gouverneur de la Sicile, 5 millions d'habitants, aujourd'hui dort en prison pour avoir aidé un mafieux. Vous voulez dire que c'est l'État qui empêche les procureurs de faire leur travail jusqu'au bout, en France? Mais évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné 2 fois la France pour le manque d'indépendance de son parquet. Accessoirement, le principe d'opportunité des poursuites fait qu'il y a des classements sans suite, sans arrêt, pour corruption en France, sans que jamais les affaires n'aboutissent. Je n'invente rien, le syndicat de la magistrature propose ce type de réforme. Voilà, les procureurs qui travaillent sur les affaires en Corse sont pour vous tous corrompus, c'est ça l'idée? Non, c'est pas. Corrompus ou impuissants. C'est le système qui veut qu'on n'aille pas au bout pour ne pas déranger, quel que soit le gouvernement. Mais Jacques de il y a quelques affaires qui sont faites par les juges d'instruction, qui ont été assez renforcés par les GIRS. D'ailleurs, on voit le problème que ça pose. Les GIRS font des affaires et du coup, ça dérange. Mais sinon, c'est très très léger et ça se joue sur tout le territoire. Vous n'avez pas l'air d'accord, Jacques? Il faut être très 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 prudent sur ces questions parce qu'évidemment, ce sont des affaires très très sensibles. Donc, il y a en effet quelques cas, et c'est vrai que le statut du parquet en France ne favorise pas, dans des moments très particuliers qui peuvent toucher des hautes personnalités, ne favorise pas... Des hautes personnalités de l'État? De l'État, des hautes personnalités économiques, des hautes personnalités de différents... On pointe le rôle trouble, peut-être, des magistrats ou de ce que vous appelez le système. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas la population corse qui peut aussi parfois, les habitants de la Corse,
être un peu pointé du doigt. Je voudrais juste vous montrer une image d'archive. Ça date pas d'hier, ça date de la campagne présidentielle de 1981. On s'en souvient, au moment où le candidat Giscard d'Estaing, qui était candidat à sa réélection, se pose à Ajaccio, il y a un attentat à l'aéroport d'Ajaccio. Quelques heures plus tard, au cours d'un discours à Bastia, il explique qu'il veut en appeler justement à la population corse pour qu'elle coopère avec les services de l'État. Écoutons-le. L'État continuera de défendre sans défaillance, mais dans le cadre des justes lois, la sécurité des citoyens. Et je souhaite que l'État ne le fasse pas tout seul, mais que ce soit la population corse elle-même qui rejette hors de son sein ces tentations et ces démons qui ne sont pas dignes de ce qu'est la Corse. Et est-ce que 31 ans plus tard, on n'est pas toujours dans l'omerta, justement? À l'époque, juste, sous Giscard, juste dire un truc important, c'est que l'État n'a pas forcément agi avec les armes systématiquement et toujours avec les armes républicaines. À l'époque de Giscard d'Estaing, on a vu l'État agir en sous-main. C'est quand même gonflé de demander à la population de se substituer à l'état de droit qui ne fait pas son travail. Pas de se substituer, de collaborer, de coopérer avec les services d'État, avec les services de police. Mais même pas. Au jour d'aujourd'hui, face à cette criminalité, il y a une commission européenne anti-mafia qui demande aux États de l'Union de se doter d'un délit d'association criminelle qui permettra de mettre en place une confiscation administrative, préventive, anti-crime organisé. Ce qui se fait efficacement en Italie. Ou dite sans condamnation pénale du propriétaire, parce que de vous à moi, ils ne sont pas stupides les gangsters, ils ne mettent pas les biens en leur nom. En Italie, on confisque en 2010 pour 6 milliards d'avoirs criminels. Presque 80% de ces avoirs sont restitués à la collectivité. Ils sont presque totalement confisqués, 80%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, alors que pourtant l'amendement Warsmann a créé une agence en France qui a rationalisé le système. Le problème, c'est qu'en France, la confiscation est pénale. Vous devez prouver l'origine criminelle du bien. Je ne vous dis pas, c'est infernal. Dernière chose, ces biens confisqués doivent être restitués à la société civile. Si vous voulez impliquer la société civile, si vous voulez qu'elle collabore, il faut lui donner un rôle. En Italie, la maison du gangster devient un centre culturel. Et les repentis, vous dites aussi qu'il faudrait instituer le système des repentis ou les collaborateurs? J'appelle ça des collaborateurs de justice. On ne leur demande pas de se repentir. Ça vous semble plausible encore? Il y a déjà, ça n'est pas appliqué. Ça existe déjà. Si, encore. C'est appliqué, ça fonctionne pas bien du tout. Il faut quand même, même en Italie, ça fonctionne pas d'un constat d'échec là, mais il faut quand même dire, moi qui suis de près, jour après jour, toutes les affaires, toutes les histoires en Corse, je peux vous dire que la police judiciaire depuis 2-3 ans marque des points. C'est-à-dire que elle reste pas inactive comme ça. Effectivement, ils sont pas très nombreux. Effectivement, sur le terrain en Corse, c'est extrêmement compliqué de travailler. Mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'affaires qui ont été résolues. Il y a des repentis qui se sont fait jour. Donc ça existe, c'est possible. C'est pas totalement inimaginable. Et il y a des gens qui ont dénoncé le système de l'intérieur en Corse. Si on voulait essayer, Jacques de Saint-Victor, de comprendre quelle est la typologie de la mafia corse, c'est quoi? C'est un schéma politico-mafieux? C'est une coterie, pour reprendre l'expression d'un de vos confrères, une coterie trafiquante? Comment est-ce qu'on peut dessiner les contours? C'est ça la grande difficulté par rapport à l'Italie, si vous voulez. Le problème, c'est qu'en effet, on peut dire qu'aujourd'hui, on va grosso modo, vers des évolutions à la sicilienne, comme on en a connu notamment dans les années 70, où on ne voit plus très bien qui commande quel crime, pour quelles raisons, etc. Il y a une grande confusion. Mais il y a quand même une différence. Et c'est, hélas, une grande difficulté pour la police et la justice française, c'est que contrairement aux mafias, qui sont très structurées, qui sont très, je ne dis pas facilement identifiables, mais en tout cas assez facilement identifiables, les gangs corses sont des nébuleuses, beaucoup plus délicates à déterminer, parce qu'il y a quelques personnes assez connues, et ensuite, ils agissent en fonction, à géométrie variable, si vous voulez, en fonction d'opérations qui sont purement financières, d'opérations qui sont au contraire... Ils agissent depuis combien de temps? On peut dater ça existe depuis quand? Historiquement, ce qu'on appelle la mafia corso-marseillaise remonte au début du XXe siècle. Elle s'est surtout développée avec le port de Marseille, lorsqu'il y a eu le percement sous le Second Empire de l'isthme du canal de Suez. Marseille a explosé, il est devenu le port de nos colonies. Et c'est ce qui explique la singularité de la mafia corse. À l'époque, à part le miton traditionnel, l'essentiel des délinquants, ce sont ce que l'on appelle des marins trafiquants. D'où le côté d'abord réseau, les Corses c'est plutôt des réseaux, et beaucoup moins du contrôle de territoire. C'est des réseaux, c'est des clans, Fabrice Rizzoli? Non, mais si c'est des réseaux, selon l'association mafieuse italienne, 3 personnes qui s'unissent avec la violence, etc., et faire de l'économie, vous créez un délit d'association criminelle, ne l'appelez pas mafieuse, la mafia n'existe pas. Non, mais là, vous revenez à ce que vous préconisez, aux préconisations. Là, on essaye de comprendre comment ça marche. Le fait que ça soit un peu différent de l'Italie
n'empêche en rien d'appliquer ces outils que l'Union européenne nous demande d'appliquer. Est-ce que les revendications nationalistes n'ont pas servi très longtemps auparavant à ces activités purement mafieuses et maintenant on s'aperçoit qu'effectivement c'est la mafia? C'est ça la spécificité corse. C'est quoi? Il n'y a pas d'étanchéité. C'est que depuis le début des années 80, au départ vous avez un phénomène de banditisme, donc des voyous qui trafiquent la drogue et braquent des banques. Au départ c'est ça. Et là-dessus se connectent les nationalistes. Alors ils partagent les armes au départ, ils partagent les plans, ils partagent un certain nombre de choses. Aussi la lutte. Et ensuite voilà, c'est là où ça se rejoint, c'est qu'en réalité la cause entre guillemets nationaliste, elle se finance. Donc vous avez du racket et vous allez voir la population et vous la soumettez au racket, vous allez chercher l'argent. Et le problème c'est que là vous croisez les voyous qui rackettent les mêmes individus, les mêmes personnes. Et dès lors, soit c'est la guerre, ce qui est actuellement un peu le cas d'ailleurs, entre les deux familles. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a en Corse une confusion des gens aujourd'hui comme jamais entre les différentes strates. Et c'est ça la mafia en fait. C'est quand il y a confusion entre le politique, l'économique et à chaque fois, et le gangsterisme. Il y a des générations qui gangsterisme. se succèdent, c'est ça? Il y a des Et il y a ce gang côté, tombe, il y en a un autre qui arrive? Il y a ce côté, effectivement, les fils d'eux succèdent, en tout cas dans le banditisme c'est le cas, et dans les autres sphères aussi. Il y a l'héritage, mais il y a l'héritage à la fois on se transmet le bâton et en même temps on se transmet le désir de vengeance. Ça, c'est le reproduction côté, socialiste de la violence. La seule manière de casser ça, c'est de confisquer les avoirs et d'impliquer la société civile. Si vous voulez que ça ne soit pas encore qu'une lutte d'une puissance publique, toute légitime qu'elle est, qu'elle renforce les GIRS, qu'elle ramène encore plus de gendarmes, si vous voulez couper cette spirale, il faut impliquer la population. Pour impliquer la population, il faut que l'hôtel du célèbre nationaliste qui s'est transformé dans les affaires devienne un centre, une auberge de jeunesse pour jeunes en difficulté. Il faut que la maison du célèbre intermédiaire d'une grande compagnie d'énergie devienne une université anti-mafia où toutes les jeunesses européennes viennent étudier le crime organisé. L'éducation, alors on a reçu Pascal Garbadini l'autre jour qui nous disait il faut aussi, il y a une génération sacrifiée, qui est la génération des 20-30 ans aujourd'hui, ça passe par l'éducation et la pédagogie pour tenter d'apprendre de nouvelles valeurs aux jeunes Corses. Est-ce que ça vous semble plausible, faisable, réaliste? De faire de l'éducation à la légalité, j'espère que c'est plausible et faisable. Et efficace. Mais oui. Oui, si on veut. Disons que ça, c'est nécessaire. Anthropologiquement parlant, c'est nécessaire. C'est faisable. Mais enfin, tout ce qu'a dit à juste titre Fabrice Rizzoli en Italie, aujourd'hui, on n'en est pas quand même sorti du problème en Italie. C'est-à-dire que ce n'est pas la solution miracle. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Il y a quand même des choses qui ont marché là-bas et qui pourraient marcher chez nous. 1978-1982, 1000 morts dans la guerre des clans en Sicile. À partir du moment où on fait la loi de confiscation, la loi sur les repentis, la loi de réutilisation, aujourd'hui, selon les statistiques internationales, l'Italie est un des pays d'Europe où il y a eu le moins d'homicides et où il n'y en a presque plus en Sicile et en Calabre. Le nombre d'homicides ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas une présence mafieuse. Il faut bien comprendre les choses. Il y a une distinction entre un contrôle de territoire et justement un État, comme on dit dans la jurisprudence italienne, de fibrillation, où c'est à ce moment-là où on est faible et où ça tue énormément. Encore si ça tue, c'est qu'il y a une spirale suicidaire en Corse actuellement. Alors, on va y revenir dans un instant, mais juste une petite pause. Et là, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez par cœur. Vous êtes des spécialistes, on parle de crime organisé. Donc, un rappel historique sur la French Connection corso-marseillaise, impulsée par le très démocrate Lucky Luciano, qui a inspiré un diptyque au cinéaste William Friedkin et beaucoup de sueur froide aux enquêteurs et magistrats français entre Bruno Godenzi. Christiane Taubira, Emmanuel Valls l'ont affirmé haut et fort, il faut lutter contre le grand banditisme en Corse. Le grand banditisme, le mot est lâché, c'est la cible, le nouvel ennemi numéro 1. Mais est-il si nouveau que ça ? 1960, Marseille est pointée du doigt par le rapport du Federal Bureau of Narcotics. La cité phocéenne est le centre d'un énorme trafic d'héroïne à destination des États-Unis. Cette French Connection, au sein de laquelle le clan Guérini et le milieu corse se distinguent tout particulièrement, assure de 80 à 90% du marché américain. Mieux encore, tout le monde s'arrache la drogue que l'on raffine à Marseille. C'est la plus pure qui soit. Bref, dès 1970, le président Nixon déclare la toxicomanie ennemi numéro 1 et accuse la France de laxisme.
Les Français se rendent compte alors que la drogue est distribuée également en France. Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, décide aussi sec de riposter. Des fonds secrets sont débloqués, 300 policiers sont affectés aux unités anti-stupéfiants et la brigade des stupes de Marseille passe de 8 à 77 personnes. Sans parler des fonctionnaires que l'on forme par milliers à la lutte contre le trafic et de la mise en place d'une coopération étroite avec le Narcotic Bureau. Résultat, 6 grands laboratoires de raffinement d'héroïne sont démantelés à Marseille. Puis c'est au tour du labo Césari à Aubagne. Le juge Pierre Michel envoie derrière les barreaux un trafiquant après l'autre. En un an, les arrestations sont passées de 57 à 3016. Décidément, la French Connection n'est plus ce qu'elle était. Frédéric Ploquin, un mot sur le rapport entre naguère et maintenant. L'ère de la guerre, c'était dans ces années-là l'héroïne à l'époque, qu'on fourguait aux Américains. Aujourd'hui, ça reste toujours la drogue, je veux dire, et de plus en plus. C'est pour ça que quand le gouvernement aujourd'hui nous parle de taper l'argent, c'est vrai qu'il y a la différence avec l'époque de la French Connection, c'est qu'il y a 100 fois plus d'argent dans la drogue aujourd'hui qu'à l'époque de la French Connection. Fabrice Rizzoli, il y a combien d'argent ? En France, il manque un grand laboratoire transversal fait de politologues, d'économistes et indépendants qui travailleraient sur la question, qui produiraient des sources comme on le fait en Italie. On n'a pas de laboratoire comme celui-ci en France. En Italie, on dit que 130 milliards, c'est le chiffre d'affaires des mafias italiennes. Et que le sur chiffre ces 130 d'affaires de milliards, la mafia corse, 53 milliards pour le trafic de drogue. Le trafic de drogue reste le premier facteur d'accumulation du capital de toutes les organisations criminelles dans le monde. Et si on veut un peu réduire, il faut travailler en amont et revenir à une prohibition très light, et ça peut se faire, on peut réguler publiquement l'offre des drogues. Très bien. Juan Gomez, notre homme du monde, est ici pour nous parler d'une autre mafia beaucoup plus lointaine, qui pourrait avoir l'air comme ça un peu folklorique et qui ne l'est pas du tout. La mafia du zébu à Madagascar. Je vous envoie effectivement, je vous emmène à Madagascar, dans l'océan Indien. Il faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 200 soldats d'élite, des gendarmes et l'armée de l'air qui est mobilisée pour tenter de traquer les Dahal. Alors les Dahal, ce sont les voleurs de zébus. Alors c'est vrai que ça peut prêter à s'éroer, mais au contraire, c'est une affaire très sérieuse. Ces derniers mois, 14 000 têtes de bétail ont été volées à des villageois qui sont confrontés à des bandes armées équipées souvent de kalachnikov, même de lance-roquettes, d'où la forte mobilisation des autorités malgaches pour traquer ce réseau mafieux. Et malgré cette mobilisation, eh bien, les villageois ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes, comme nous le raconte l'un d'entre eux. Grand troupeau passe ici 2 fois par semaine et cela nous amène des problèmes. Il y a souvent du danger et des attaques. Le propriétaire a réussi à les faire fuir. Notre problème ici, c'est que nous n'avons pas de poste de police. Alors il faut savoir que dans la tradition malgache, voler un zébu, c'est finalement un geste de virilité. C'est une façon, par exemple, pour le futur marié de prouver à son futur beau-père qu'il est capable de nourrir la famille. Et c'est donc cette tradition très antique s'est transformée en une activité mafieuse très lucrative. Un zébu, ça coûte à peu près 200 €. 14 000 zébus volés ces derniers mois, c'est donc un pactole de 3 millions d'euros. On est très loin, évidemment, des sommes que vous avez. C'est 300 morts, ce qui est beaucoup pour Madagascar. Et le principal responsable de ce trafic, regardez-le, il s'appelle Remenabil. Il est recherché par toutes les autorités. C'est l'homme le plus recherché du pays, mort ou vif. Sa tête a été mise à prix à 35 000 €. Et ce trafic mafieux risque d'avoir encore de beaux jours devant lui, puisque l'ennemi numéro 1 n'est toujours pas trouvé. Il y a, comme en Corse, certainement, justement, des complicités au sein de l'armée pour Madagascar et au sein de l'administration. Pas de quoi vous parler. Mafia, c'est aussi les animaux sont utilisés. Oui, c'est une économie de la prédation et c'est tout le problème parce que elle engendre la pauvreté. C'est-à-dire qu'en apparence, et c'est pour ça qu'il y a parfois des solidarités qui se nouent parce que les populations croient qu'elles fournissent du travail, elles contribuent à un folklore local, mais en réalité, c'est une économie de la prédation, donc elle n'enrichit en réalité que les clans eux-mêmes. Tous les soirs,